à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Eternal Sunshine. Alors vous savez, cette émission qu'on a lancée il y a maintenant 1 an et demi, avec l'idée vraiment de mettre de l'optimisme dans ce fond de décor un peu sombre qu'on entend souvent à nos oreilles par les médias. Et bien là, l'idée, c'est en effet de pas fermer les yeux, mais au contraire de les ouvrir un peu plus grand quand même, puisqu'il y a toujours des possibles, des innovations, et l'envie donc de cette émission, c'est de rassembler bien des personnes sur différents sujets, avec l'idée de vous inspirer et de vous dire bien rien n'est figé, c'est important. Et donc, bien là, nous avons une édition spéciale, car vous savez que bientôt, vous allez vous trouver dans l'Isoloir. Eh bien, c'est quelle date? C'est les dimanches 15 et 22 mars prochains, pour aller vous élire votre future maire. Donc, cette édition spéciale, c'est mettre au devant les différents candidats, avec l'idée vraiment de montrer autrement aussi, de parler de l'homme aussi, de ses valeurs. Et puis, bien sûr, on ira voir quand même le programme, les idées, et on entendra aussi des Tourangeaux, des Tourangelles qui sont projetés, se sont dit si j'étais maire, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, je vous remercie vraiment de votre présence. Merci à vous, Thomas Johanneau, d'avoir répondu à l'appel de Cité Radio. Donc, écoutez, comme je sais pas si vous avez vu ce film avec Fabrice Lucchini, Alice et le maire. Non. Alors c'est super intéressant parce que c'est, vous savez, le lien avec la politique et la philosophie. Et en fait, bien ce maire se retrouve face à une étudiante et puis il lui dit vous me connaissez, et là cette étudiante lui dit oui, vous êtes un homme politique de tel parti. Et point. Et là, on sent que cet homme, il est dépité parce qu'il a des aspirations, il a des valeurs. Donc c'est vrai que moi, je voulais démarrer avec vous déjà pour vous découvrir un peu. Et donc, on l'a nommé cette rubrique « Mettez qui vous ». Donc l'idée, c'est, on va commencer par un objet que vous avez peut-être apporté. Oui. Alors, on vous écoute. C'était pour une radio, donc j'ai choisi de faire dans l'audio, mais enfin on est filmé quand même, et normalement ça marche toujours, ça tombe jamais en panne. Ah, alors dites. Alors j'espère qu'on va bien entendre, parce que c'est ça qui compte. C'est très apaisant. Alors, dites-moi pourquoi vous avez choisi cet objet. C'est le début, c'est l'ère du début de l'Internationale, c'est le chant de lutte des travailleurs. Alors, qui est bien connu, mais c'est un petit objet, et puis il symbolise plein de choses très très importantes pour mon combat, pour celui de mes camarades avec qui on fait cette lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Et pourquoi cette musique cette musique a été choisie d'ailleurs? En fait, elle a été composée il y a plus d'un siècle maintenant pour qu'il y ait un chant pour les travailleurs du monde entier. D'accord. Qu'il soit un air où on puisse la chanter partout, mais que les paroles seraient traduites dans toutes les langues, parce que c'est le combat des ouvriers du monde entier pour changer la société, qu'on soit en France, en Russie, en Amérique, etc. Tous les ouvriers avaient maintenant leur chant à eux, comme ils avaient leur même drapeau, c'était le drapeau rouge. Il y avait l'Internationale. Et d'ailleurs, à l'époque, les partis ouvriers, ils étaient tous dans un même regroupement qui était l'Internationale ouvrière. C'est la chanson qui représente ça, l'espoir des pauvres du monde entier de construire un monde meilleur. Donc ça vous retentit très fort en fait. Ouais. Cet hymne en fait, c'est aussi un moyen d'unir et de porter une seule et même voix en fait sur ce combat que vous dites. Oui, c'est un petit peu notre mot d'ordre, c'est là-dessus qu'on veut insister. On veut faire connaître un petit peu cette idée qu'il y a le camp des travailleurs dans la société. Parce qu'effectivement, sinon, dans le monde du travail, il y a toute une diversité. C'est une évidence de conditions de travail, de secteurs où on est, de situations personnelles, de parcours, de type de boulot, etc., etc. Mais en fait, on a tous en commun d'avoir besoin d'un salaire pour vivre, de faire tourner la société, d'être à la base du fonctionnement de tout. Et puis,
pourtant, on partage les mêmes inquiétudes pour l'avenir, les mêmes difficultés qui feront que s'accroître, etc. Donc, nous, on veut insister sur ce qui nous unit parce qu'on a besoin de se défendre. Et pour se défendre, il faudra le faire ensemble. Et alors, pour revenir sur cette musique, est-ce que vous pourriez me dire, peut-être, y a-t-il un extrait, quelque chose, une parole dans cette musique que vous pourriez partager, qui pourrait résumer un peu cette... Alors, il y a plein de paroles qui sont très justes. C'est un chant qui est ancien, mais qui est encore complètement d'actualité. Mais les premières paroles là sur l'air qu'on a entendu, c'est « Debout les damnés de la terre ». Et c'est ça. Il faut que ceux qui aujourd'hui subissent, ils relèvent la tête, qui montrent qu'ils ne se résignent pas. Et qu'ils ont une place, un rôle en fait, un clé. Bien sûr. Aujourd'hui, chacun doit être épanoui dans cette société, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Le rôle clé, c'est que on nous met dans la tête qu'on doit subir, obéir, faire avec les conditions qu'on nous impose, etc. Mais c'est nous qui faisons tout marcher dans la société, qui font marcher les transports, les usines, les écoles, les hôpitaux, les crèches, etc. Sans nous, la vie s'arrête. Et puis, on nous donne pas beaucoup la parole, en réalité. Et d'abord dans la politique, parce qu'on a quand même des choses politiques vitales à dire. Alors, vous savez que moi, j'ai mené un peu mon enquête sur vous. Vous allez me dire si je me trompe. Donc, vous avez donc 43 ans. Oui. Vous êtes professeur de lettres classiques au Collège de Cormery. C'est ça. Donc, on dit que vous êtes donc le candidat, donc chef de file lutte ouvrière pour la première fois donc, dans la capitale tourangelle. Oui, c'est ça. Et donc votre liste, elle est composée d'hommes et de femmes qui sont donc retraités ou actifs, du public, du privé, qui ne sont pas forcément donc des notables ni des politiques, mais qui partagent vraiment la vie et les difficultés des habitants. Oui. Ils connaissent bien ces difficultés-là, et puis justement, je crois que notre liste, elle reflète ce qui est un peu le monde du travail dans son ensemble, avec ses conditions de travail de plus en plus précaires, des petits boulots qui sont ceux qu'on trouve maintenant si on ne veut pas se retrouver sans rien, l'aide à la personne, être livreur, etc. Et puis, c'est le collectif du monde du travail, il a tout ce visage-là. On a essayé de faire une liste qui montre que quand on dit les travailleurs, la classe ouvrière, en fait, ça veut dire tout ça. On partage tous le même sort. Et donc, en fait, cette liste collective qui est derrière vous, comment vous l'avez donc baptisée ? Donc c'est la liste lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Voilà. Donc c'est vraiment là, en fait, en effet, cette volonté première de mettre au devant bien ces travailleurs qui sont finalement, je dirais, en fond de décor. En fait, on les entend pas ou ils se sentent pas entendus, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y en a même qui disent la classe ouvrière, ça n'existe plus, il n'y a plus de classe sociale, les mots qu'on emploie, être exploité, le même monde du travail, etc. On a l'impression, en tout cas, dans les grands médias, dans la politique, que ce sont devenus des gros mots. Pour nous, ça traduit la réalité de ce qu'on vit. Et justement, il faut faire entendre nos aspirations, nos besoins vitaux, nos problèmes, notre colère. Alors vous savez, moi je suis très attachée à l'associatif. Ça fait de longues années que je suis dans l'économie sociale. Et vous savez que bien il y a quelques années, on a fait sortir une notion qui s'appelle l'utilité sociale, qui est plusieurs dimensions, qui est à la fois la dimension économique, la dimension sociale, sociétale. Et il y a cette dimension d'épanouissement, parce qu'en effet, ce que vous dites là, c'est que pour qu'une personne se sente bien dans un rôle politique, il faut qu'il soit aussi considéré, c'est ça, et qu'il soit entendu et qu'il ait une place concrète dans aussi les mesures et les décisions qui peuvent être prises bien au-dessus. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, c'est une perspective collective. C'est se faire entendre soi, mais le meilleur moyen qu'on a de le faire, quand on appartient au monde du travail, qu'on n'est pas très écouté, qu'on n'a pas des relations, qu'on nous tend pas beaucoup des occasions de s'exprimer, etc., et qu'on nous dit plutôt de nous résigner puis de faire avec le sort qu'on nous réserve, etc., c'est de le faire tous ensemble. Parce que là, du coup, on peut mettre les pieds dans le plat. Bien sûr. Comme l'ont fait les manifestants et les grévistes là contre la réforme des retraites, etc., comme l'avaient fait même avant les Gilets jaunes. Que ce genre d'événements se produisent et puis que les gens ils se mettent à parler de leurs problèmes, qui sont pourtant des évidences. Quand les Gilets jaunes ont commencé à parler du
pouvoir d'achat. Tout le monde savait que finir le mois, c'est une galère pour des millions de personnes dans ce pays, etc. Eh ben, il a fallu qu'ils trouvent l'énergie de se faire entendre, de se mobiliser, de se regrouper pour que on les entende. On a des valeurs communes. Alors le collectif, faire collectif et voyez aller de l'avant. Alors vous savez, pour aimer et aider les autres, il faut s'aimer soi-même. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Alors est-ce que moi, ma petite question, ça serait de vous poser cette question, c'est qu'est-ce que vous aimez en fait chez vous et qui peut-être fait qu'aujourd'hui vous êtes au devant de la candidature et qu'est-ce que vous pourriez nous dire, nous partager? Moi, je suis fier de mes convictions. C'est ça que j'ai envie de partager avec les gens. Il faut pas accepter les injustices, qu'il n'y a jamais aucune bonne raison de se dire faut faire avec, c'est comme ça, etc. Que la résignation, c'est jamais la bonne solution. Donc vous êtes on va dire un combattant, un combatif. Ouais. C'est ça qui serait en fait une de vos caractéristiques fortes. Oui, alors on peut avoir ça dans son tempérament, mais même si on n'est pas tous de caractère pareil, mais au moins en se regroupant avec des gens, on peut trouver la combativité en commun. Eh bien, écoutez, alors maintenant, je vous invite à entendre des Tourangelles et des Tourangeaux qui sont donc projetés, en fait, si j'étais maire, qu'est-ce que je ferais? On va les écouter. Bonjour Patrick. Bonjour Yoann. Nous sommes aujourd'hui là pour parler logement et éco-construction. Donc vous êtes architecte auprès de Renovela, une entreprise d'éco-construction. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire au futur maire Tourangeau sur le logement? J'aurais envie de lui demander, de l'inviter à mettre le paquet, vraiment, le paquet, sur la rénovation des maisons existantes, des copropriétés existantes aussi. Pourquoi? Parce qu'on le sait, l'enjeu de la transition écologique, c'est un enjeu majeur, pas que pour nos enfants, mais pour dès maintenant. C'est-à-dire que c'est un enjeu pour garder notre ville habitable et heureuse, un lieu où il fasse bon vivre. Et c'est aussi un enjeu de limiter la précarité énergétique. On le sait tous, des passoires thermiques, ça coûte cher parce qu'on dépense de l'argent pour du gaz, pour du fioul, etc. Donc il y a des incidences, des répercussions dès demain de la rénovation énergétique des bâtiments, à savoir que les factures énergétiques vont s'effondrer. Voilà, donc ça, les ménages le verront sur leurs factures. Et ensuite, il y a un vrai enjeu de créer de l'emploi. Et c'est de l'emploi ici sur Tours. Bonjour Véronique, donc vous êtes présidente de l'association des habitants du quartier des Fontaines. Bonjour, on est ici pour parler des municipales. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place des futurs candidats et que vous arriviez à la tête de la ville de Tours, Véronique? Bien sûr, l'insécurité qui revient assez souvent, plus de caméras, à condition que celles-ci soient exploitées parce que, à mon avis, ce n'est pas le cas, c'est pour peut-être permettre aux gens de se dire on est plus en sécurité parce qu'il y a une caméra, mais elles ne sont pas forcément branchées ou exploitées. Ça, c'est clair. Bonjour Simon. Bonjour. Donc tu es étudiant et président de l'association autour du journalisme de l'EPJT, donc l'école publique de journalisme de Tours. C'est ça. Est-ce que on est là pour parler des municipales. Toi, qu'est-ce que tu voudrais dire au maire si tu l'avais en face de toi? Déjà, le premier point que j'aborderai, c'est fil bleu, parce que ça dépend de la métropole et de la municipalité. L'un des défauts qu'on a avec fil bleu, c'est qu'aujourd'hui, il propose un tarif étudiant qui est déjà un peu élevé à mon avis, et surtout qui ne dépend pas du statut, mais ça plutôt de l'âge, puisque si on est étudiant et qu'on a plus de 27-25 ans, on ne peut pas avoir le tarif. Ensuite, ce que je ferais, c'est augmenter aussi la fréquence des bus vers l'extérieur de la métropole, parce qu'ils sont très limités. Et je proposerais aussi un service de nuit, même s'il est très léger, au moins un bus par heure, pour éviter que les personnes qui sont dans l'hypercentre aient besoin de marcher parfois 30 ou 40 minutes pour rejoindre l'extérieur de la ville ou leur logement. Bonjour, nous sommes aujourd'hui chez Valérie Noula, coprésidente des Vitrines de Tours. Bonjour Valérie. Bonjour. Donc nous vous faisons intervenir en rapport avec une émission sur les municipales. Valérie, qu'est-ce que tu ferais si tu étais maire à la place de Monsieur Boucher actuellement?
alors compliqué, j'aimerais pas être à sa place, mais effectivement peut-être avoir un développement et une communication plus importante au niveau des commerçants, un développement. Alors c'est vrai que les commerces en centre-ville perdent du flux, c'est ce qu'on remarque, mais effectivement on s'aperçoit quand même que les Français ont un attachement fort pour leur centre-ville. Donc effectivement, avoir un équilibre entre les zones périphériques commerciales qui s'installent à l'extérieur des centres-villes, avoir un équilibre pour ne pas perdre ce flux de consommateurs dans les centres-villes. Mettre en place effectivement quelque chose, une proposition, un équilibre entre les piétons, l'automobile et les transports en commun. Alors Thomas Joanneau, donc vous avez entendu, il y a de l'idée quand même, hein, et qu'est-ce que vous en pensez donc entre en effet ces différents sujets? On a l'architecte qui parlait vraiment là de ces maisons passoires hein, énergétiques. Il y a un enjeu de santé, il y a un enjeu aussi financier hein, pour tous ces foyers qui se retrouvent dans ces maisons. À la fois où on a, c'est vrai, cette commerçante qui lance un appel pour ramener une dynamique de la vie hein, dans Tours. Et puis cette habitante du quartier des Fontaines qui parle là de sécurité, pour finir avec le dernier, ça y est, aidez-moi. Non, le commerçant, c'est bon. Il y avait les transports. C'est les transports, enfin, la mobilité bus. avec l'étudiant, en effet. Spontanément, sur quel sujet vous aimeriez-vous rebondir là? Je sais pas, ils sont tous intéressants. Je sais pas, peut-être je suis sur les transports parce que ça permet un petit peu, déjà de dire quelque chose qui est valable un peu sur tous les sujets, c'est que je pense que si on s'adresse à ceux qui prétendent être les futurs maires de Tours, de la ville, etc., ils prétendent tous avoir de bonnes solutions à tous ces problèmes-là, logement, transport, sécurité, vitalité du commerce, etc. C'est quand même des beaux parleurs et qui cherchent pour attirer les voix à eux, à nous faire oublier que ces problèmes, ils sont liés à des choses bien plus globales de la manière dont la société fonctionne et surtout dont la société est complètement dingue, complètement aberrante. Alors, vous, par exemple, la lutte ouvrière, oui. Une action concrète, par exemple, pour cette mobilité, cette question du transport. Mais comment se déplacer quand on est dans le monde du travail, quand on a des moyens modestes, etc. C'est des choses qui vous sont imposées par tout un tas de contraintes qui dépassent complètement même ce qu'un maire peut faire. C'est où est-ce qu'on trouve du boulot, avec quelle facilité, quel éloignement nous est imposé pour accepter un nouvel emploi lorsqu'on n'en a plus et parfois depuis longtemps. Ou au contraire, lorsqu'on a un boulot à Tours, et moi je travaille pas à Tours et je croise sur ma route tous les matins, tous les soirs, etc., beaucoup de gens qui, pour accéder au logement, avoir une maison à leur portée, à leurs moyens, etc., doivent aller habiter à 30 kilomètres. Alors, vous, les leviers, en fait, par rapport à ce contexte qui est réel? Les vrais leviers pour changer ça, pour faire qu'on soit pas que notre journée de boulot se double pas d'une galère fatigante, usante, qui coûte cher. On a bien vu que le mouvement des Gilets jaunes pour le carburant, etc., que c'est un sacré problème pour les travailleurs. Évidemment qu'il faudrait que les salaires soient plus hauts, évidemment qu'il faudrait que ce serait le bon sens, que ce serait une société qui marcherait sur les pieds et pas sur la tête, qu'on trouve du boulot près de là où on habite. Donc pour vous, en fait, c'est plutôt le curseur, il est plutôt sur l'emploi et sur le fait de sortir. C'est vrai qu'on quand on parle d'emploi, il y a aussi l'emploi précaire avec des temps partiels qui ne permettent pas forcément, en effet, d'accéder à une voiture ou en effet à du transport public. Maintenant, donc l'idée, c'est votre réponse, en fait, par rapport à ce contexte d'isolement forcé serait donc plutôt sur curseur de l'emploi. Oui, il faudrait que tout le monde puisse vivre dignement avec un boulot près de là où il habite et puis du coup ne soit pas contraint à des conditions de transport Est-ce que invivables. Le covoiturage, c'est pour vous, pour votre collectif, un des leviers qui pourrait déjà peut-être créer du lien et en même temps avec une empreinte éco qui peut être sympa. Est-ce que ça fait Beaucoup partie de gens font ça
avec leurs collègues, etc. Et c'est des choses qui se mettent en place parce qu'effectivement, ça revient à pas mettre des sommes folles pour aller bosser, etc. Mais donc oui, heureusement que les gens y trouvent des solutions comme ça, mais c'est des solutions contraintes face à des situations qui en fait sont inacceptables. Pour les maisons passoires, donc ça c'est vrai que c'est une réalité. Vous savez, on est à 15 millions de maisons passoires en France. D'ailleurs, l'État, l'année dernière, pendant l'été, a donc dit qu'il fallait que ce soit une priorité nationale avec des aides qui vont surgir bientôt. Donc, à ce sujet, qu'est-ce que comment vous abordez ce sujet, vous, au niveau de la lutte ouvrière ? Là, c'est pareil. La pauvreté, la précarité augmente, même pour des gens qui ont un salaire, même pour des gens qui ont un emploi, etc. On voit chaque hiver qu'on nous parle de ces gens qui ne trouvent pour se chauffer que des moyens dangereux, etc. On sait que les coupures d'électricité, parce que les gens n'ont plus les moyens de payer leurs factures à la fin du mois, sont de plus en plus nombreuses. C'est ça qui est révoltant. C'est ça qui est choquant parce que effectivement, alors soit on a eu un petit peu les moyens d'avoir une maison individuelle en s'endettant, en empruntant, etc. Mais l'entretenir, la rénover, faire qu'elle se chauffe dans de bonnes conditions et qu'il soit pas une ruine tous les hivers, ça veut dire investir par rapport au prix du logement lui-même. Bien des ménages ouvriers peuvent pas se permettre ça, puis surtout la plupart sont contraints d'être locataires de leur logement, etc. Et alors là, du coup, les conditions énergétiques de leur logement, ça ne dépend absolument pas d'eux. Ça dépend des bailleurs sociaux, des propriétaires et pas des... Et la vitalité pour les commerces, alors, est-ce que vous avez en effet vu avec votre collectif comment, en fait, redonner l'envie aux Tourangeaux et bien au-delà à revenir vers le commerce de proximité et non pas vers les gros centres commerciaux ? Vous savez, ce qui est frappant, c'est y compris dans un quartier comme celui-là, c'est justement dans les cités populaires où vivent les familles ouvrières, etc., et où la misère fait le plus de dégâts, etc., que les commerces souffrent le plus et que c'est le plus dur de tenir. Donc, les difficultés des commerçants, en tout cas de beaucoup d'entre eux, de ceux qui ont fermé la clé, qui ont mis la clé sous la porte, qui ont fermé, ou tous ces rideaux de fer, tous ces fonds de commerce vides dans une cité comme ici, aux Fontaines, mais dans bien d'autres quartiers populaires, on a le même paysage. C'est le reflet du recul des conditions de vie, non seulement des difficultés des commerçants, mais de tous ceux qui sont en fait leur clientèle et qui sont des gens modestes et qui n'ont plus les moyens, qui même quand il y a comme ici une grande surface, etc., ils vont pour y faire des petits achats. Donc nous allons aller sur la troisième petite rubrique avec l'idée d'un tirage au sort. Vous avez donc là un public, un item, c'est le hasard. Allez-y. Un de chaque. Public. Les associations. Alors, les associations. Vous, la lutte ouvrière, votre collectif, quel constat vous avez des associations, ce que vous avez pu entendre d'elles, et qu'est-ce que vous aimeriez et pourriez faire en réponse de ça ? Alors, il y a plusieurs aspects, mais déjà les associations, heureusement qu'elles existent et elles illustrent le fait que dans les classes populaires, pour résoudre bien des problèmes qui sont en fait pas pris en charge ni par l'État, qui est pas là pour, qui se sent pas vraiment. C'est désengage. Oui, exactement. Il faut se prendre en main soi-même et puis avec les gens qui partagent les mêmes soucis. Donc, effectivement, il y a plein de choses qui sont prises en je sais pas moi, par exemple l'aide aux migrants aujourd'hui, les conseils pour les problèmes de logement, pour le droit des femmes, toutes ces choses-là, ce sont des associations qui sont vitales. Et puis moi j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui s'apparente aux associations, même si on n'y pense pas toujours, mais qui sont les organisations du mouvement ouvrier, les organisations syndicales et les partis politiques. Mais en fait, c'est un petit
petit peu la même démarche, c'est de se dire il y a quelque chose qui va pas, puis si on veut que ça se résolve, si on veut qu'il y ait une solution, il va falloir qu'on se mette avec d'autres personnes qui en sont convaincus aussi pour faire quelque chose. Bon, moi, c'est un peu l'impression que j'ai de faire ce type de choses quand je fais de la politique, où on se dit, nous, les travailleurs... C'est un mouvement associatif qui se rassemble avec les travailleurs, mais alors là, attention, ça pourrait peser du lourd, parce que vous savez, les associations, c'est 1 300 000 d'associations, vous avez 16 millions de bénévoles actifs. Enfin bon, on s'en parlera parce que à côté de l'émission, parce que je vois que l'heure tourne. Et donc, un dernier, alors, de ce côté, un petit item si vous souhaitez. Et puis... La mobilité et le transport. Alors, on revient dessus. Oui, alors pour le coup, oui. Alors, vous pouvez reprendre à notre allée. Attractivité de la ville. Oui. Alors, vous, ça commence en... Est-ce que c'est une ville inclusive, une ville verte, une ville qui rayonne par, je sais pas, cette mobilisation collective, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? Oui, je trouve que à Tours, quand on entend parler de son attractivité, etc., il y a beaucoup de choses qui sont faites pour une façade. C'est tous les grands projets qu'on voit en ce moment, etc. Oui. Même Porte de Loire, mais où on voit bien que les familles modestes de la population tourangelle, c'est pas ça du tout qui va changer leur vie. C'est-à-dire que on veut bien offrir quelque chose de clinquant pour des touristes et des touristes fortunés, mais que les quartiers soient rénovés. Donc une ville peut-être plus juste en fait. Bien sûr. Et la première chose, si on veut parler de l'attractivité de la ville, ce serait que la vie dans les quartiers arrête de se dégrader. Ce serait évidemment ça. Alors en effet, là on manque de temps, mais vous saviez, il y avait Johan qui, en effet, qui est donc service civique un jeune service civique à Cité Radio, qui a vu finalement que Tours a été à 18e rang des villes les plus endettées sur les 20. Donc c'est vrai qu'il y avait cette question. Bonsoir messieurs les candidats. Nous avons vu dans le point que la ville de Tours est très mal classée au niveau de l'endettement. Comment donc allez-vous gérer cette dette et continuer à garder notre ville attractive? Peut-être un mot là-dessus? Oui, alors Tours est très endetté, mais en fait c'est toutes les villes qui sont poussées à s'endetter parce qu'elles ont les municipalités ont de moins en moins de marge de manœuvre sur les moyens qu'elles ont et comment les utiliser. Il y a des dépenses contraintes, il y a eu tout un tas de transferts de responsabilités de l'État vers les communes avec des dépenses qui sont obligées. Oui, il faut bien entretenir les locaux des écoles, la voirie, des choses comme ça. Et puis au niveau des recettes, on a aussi supprimé des financements pour les budgets municipaux, comme la taxe professionnelle, comme la taxe d'habitation en ce moment, etc. Et puis c'est pas compensé. C'est ça qui pousse les villes à s'endetter parce que effectivement boucler le budget est de plus en plus difficile. Et ce qui est choquant là-dedans, c'est que les villes sont endettées, l'État est endetté, les hôpitaux sont endettés, les ménages doivent s'endetter, etc. On est dans un monde complètement dingue où la finance, finalement, elle en a prise sur tous les aspects de la vie, à tous les niveaux, tous les échelons. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, l'ambition, c'est de combattre ce pouvoir de la finance au niveau de toute la société. C'est ça qu'il faut. On peut alors enchaîner sur cette dernière minute de l'émission, ce qui est concret. C'est bien la dernière minute. Alors, on vous écoute. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait dire aux Tourangeaux? Une élection, ça n'a jamais pu changer le sort des travailleurs. Ça, on l'a jamais vu. Que ce soit une élection qu'on nous présente avec un grand enjeu national, etc., ou une élection locale comme celle-là. Mais c'est quand même important de réfléchir à la portée que ça peut avoir de voter pour une liste comme la liste lutte ouvrière. Ça permet de montrer qu'on est conscient des problèmes auxquels on est confronté, de quel camp auquel on appartient dans la société. Ça permet de dire quelque chose dont on a tous besoin, c'est qu'on ne se résigne pas. Et ça, c'est un geste qu'on propose de faire aux travailleurs, d'exprimer leur colère et puis de dire qu'ils savent que si on veut changer la société, il faudra relever la tête, il faudra retrouver le chemin des luttes. Merci beaucoup pour cette passion et on sent qu'en effet, il y a là une réalité et qu'il faut rester unis et soudés et porter au contraire
sa voix. Eh bien, moi, je vais remercier Bruno et Guillaume de la technique, ainsi que Johan qui a été main dans la main dans la préparation de l'émission. Je vous embrasse bien et je vous dis à très vite.